qui nous rejoignent en salle Paris pour cette troisième intervention. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, là, nous allons accueillir Son Lee, CEO du Didask. L'année dernière, il nous avait tenus en haleine avec 2 courbes pendant au moins 10 minutes. C'était fantastique. Il a une capacité à nous fasciner avec son discours sur l'IA. Je te propose de tout de suite monter sur scène. Donc, Son Lee, CEO de Didask. Et il va nous parler d'IA, bien sûr, mais comment on peut connecter la formation au travail et l'IA au travail. Super, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être venus lundi assez nombreux pour m'écouter. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Son Lee, je suis le CEO et cofondateur de la société Didask, qui est une plateforme de e-learning basée sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, moi je suis chercheur à la base. J'ai fait mes études et mes travaux de recherche à l'école normale supérieure de la rue de Julme et à l'école d'économie de Paris sur les sujets à la base de contexte éducatif et inégalité scolaire. Et je me suis aussi progressivement spécialisé sur les questions de sciences cognitives appliquées aux thématiques des mécanismes de l'apprentissage. Quand j'ai lancé Didask, il y a le projet Didask qui a près de 10 ans maintenant, même si notre solution technologique elle a 3 ou 4 ans, c'était avec cet objectif de vouloir proposer une solution numérique qui allait réellement aider les collaborateurs en entreprise, les gens dans la vie professionnelle, durant leur vie d'adulte, à se former réellement efficacement. C'est-à-dire à bénéficier de méthodes, de modalités pédagogiques en e-learning, etc., qui allaient être vraiment alignées avec les besoins de leur cerveau pour apprendre. On connaît beaucoup de choses aujourd'hui dans la recherche sur qu'est-ce qui fait qu'on apprend efficacement, réellement, et qu'on devient capable d'appliquer ce qu'on essaie de nous transmettre dans notre métier, dans notre quotidien. Et ces méthodes pédagogiques, elles sont encore très peu employées, très peu utilisées en réalité dans ce qui constitue l'essentiel de la formation e-learning aujourd'hui sur le marché. Et donc on avait pour objectif de sortir cette solution qui permet de proposer aujourd'hui, grâce à tout un système d'IA et toute une logique de prompt de sens cognitive, de transformer un contenu que vous avez en une formation e-learning qui va respecter justement toutes les recommandations de la recherche, avec normalement et notamment beaucoup d'exercices d'application, de feedback, etc. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Notre solution, on l'a sortie depuis 3 ans, elle se développe beaucoup et on continue à apporter des choses incroyables, incluant un bot et un assistant IA à l'intérieur de ces formations e-learning. Je ne vais pas en parler beaucoup plus là. On a un stand ici, si vous voulez, n'hésitez pas à venir et pour en découvrir plus. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est ouvrir sur une réflexion un peu de demain, je dirais, enfin qu'on est déjà en train de traiter les Didask, c'est à comment est-ce qu'on pourrait apporter la même logique sur, cette fois-ci, l'apprentissage informel. Parce que le e-learning, c'est super, ça permet de traiter des tas de choses où on a besoin de se former de manière assez lourde, je dirais, sur un sujet. Mais on a toujours eu un peu cette frustration, moi, depuis que je travaille sur Didask, qu'au fond, avec toutes ces formations formelles, on passait tous un peu à côté du sujet, d'une certaine manière. Que dans la réalité du monde du travail, c'est pas comme ça qu'on se forme, c'est pas comme ça qu'on apprend. L'essentiel des opportunités d'apprentissage, en fait, elles se font quand on est en train de travailler. C'est quand on bosse, qu'on fait des erreurs, on aurait besoin de guidage, d'accompagnement, de feedback. C'est juste avant un rendez-vous, des fois, commercial, on aurait besoin d'un petit entraînement juste à ce moment-là, bien fait, bien guidé pour nous permettre de progresser. Et en fait, on n'a rien réellement en termes d'outils technologiques qui nous permet de bien traiter ça, de bien le faire en sorte qu'il se passe bien et mieux et beaucoup plus. Et parce qu'en finalement, on a toujours été un peu limité, je pense, sur le plan des options technologiques pour pouvoir bien le traiter. Et c'est là où l'IA est arrivée. Et dans toutes les révolutions qu'apporte l'IA, je pense que c'est dans sur ce sujet de l'apprentissage informel qu'il peut vraiment révolutionner les choses, mais à certaines conditions. Et c'est ce que je voulais vous partager un petit peu ici, l'état de un peu nos réflexions sur ce sujet. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur pour repartir vraiment du point de départ. Je ne vais pas parler tout de suite d'IA du coup, mais je voudrais partir des problèmes et du contexte. Donc, je vais commencer par enfoncer une très grosse porte ouverte, d'accord ? C'est que tout le problème commence par le fait qu'on a besoin tous de continuer à apprendre au travail. Ça paraît totalement évident quand je dis ça, et ici je ne prêche que des convertis bien évidemment parce que c'est l'objet même de ce salon, mais je pense que c'est important de se rappeler que structurellement, nos sociétés ne sont pas organisées comme ça.
Je pense que nos sociétés sont toujours organisées autour d'un paradigme qui est qu'on apprend, qu'on est censé apprendre pendant les études, jusqu'à la fin de nos études, et ensuite on est censé travailler. Au fond, les choses sont organisées comme ça. Et tout ce qu'on essaie tous de faire en termes d'innovation pédagogique, en termes de... c'est pour essayer de lutter contre ce schéma qui est en fait ancré dans la manière dont nos vies sont structurées. Et donc le problème, c'est que pour pouvoir combattre ça, vu qu'on a besoin d'apprendre dans le monde du travail pour des tas de raisons, à cause des évolutions sociétales, des évolutions technologiques, qui font que nos métiers évoluent très vite, nos envies personnelles, on a beaucoup plus envie de changer de métier qu'avant, mais même tout simplement la réalité du travail, qui est qu'en fait, tout ce qu'on a appris à l'école et même dans nos études, ça reste très théorique, il y a beaucoup de connaissances qui sont des connaissances de notre entreprise, de là où on travaille, et donc on a besoin de les apprendre pour bien travailler et pour être productif. Et donc comment on fait pour les apprendre? Comme nos sociétés structurellement sont pas pensées à la base pour faire en sorte qu'on puisse apprendre pendant le travail, spontanément ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé le modèle qui est le modèle des études au travail, en disant on va faire le même type de formation. Encore une fois, j'essaie de prendre de la hauteur à l'échelle de l'histoire, bien évidemment. Après, on essaie tous de faire plein de choses qui sont beaucoup plus modernes, etc. Mais justement, pour combattre ça. Parce qu'en fait, initialement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces formations traditionnelles et on essaie de les importer dans le milieu de l'entreprise. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour deux raisons principales qu'on connaît tous. La première, c'est que ces modèles-là, le modèle de la formation traditionnelle, c'est un modèle qui est adapté pour des formations longues. Et évidemment, c'est très peu adapté ça à la réalité malheureusement du travail dans lequel on a très peu de temps, dans lequel on a toujours beaucoup de choses à faire et dans lequel la seule manière qu'on a d'apprendre, notre seule disponibilité pour apprendre, elle est par petites touches au moment où on est en train de travailler. En réalité. Et que les formations traditionnelles, elle n'est pas du tout pensée pour ça, elle est pensée pour vous sortir de votre quotidien du travail. Alors c'est évidemment important pour des tas de choses, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas tout apprendre par petites touches. Que quand on a besoin de se former à un nouveau métier, etc., on a besoin de sortir de l'apprentissage informel et d'avoir vraiment des longs temps de formation. Mais il y a énormément de choses qui doivent pouvoir s'apprendre dans le quotidien du travail. La deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que ces formations traditionnelles, elles ont comme problème d'être souvent des formations très théoriques. D'accord, ça c'était déjà un problème souvent dans nos études. Qui ne s'est jamais plaint de c'est hyper théorique, c'est abstrait, je comprends pas très bien à quoi ça va me servir ce qu'on est en train de m'expliquer. C'est déjà un problème quand on est étudiant, mais alors quand on est en plus professionnel, c'est évidemment encore pire. Parce que là, on a vraiment, c'est pas notre métier d'être en train d'apprendre, on est censé être productif, on est censé produire des choses, et avoir la sensation de perdre son temps parce qu'on nous explique des choses qui n'ont rien à voir, qui semblent déconnectées de notre quotidien, très compliqué. Le problème, c'est que la formation traditionnelle, même si on essaie, des bons formateurs essaient de connecter les choses, etc., c'est compliqué de ne pas faire théorique. Parce que vous avez des gens qui ont chacun des réalités différentes, et donc vous ne pouvez pas être concret pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chacun a ses propres exemples, chacun a ses propres use cases. Donc en fait, forcément que vous vous situez à un niveau de théorie qui est un petit peu plus élevé par rapport à ça. Donc c'est pour ça que la formation traditionnelle, pour moi, répond mal à ce besoin de l'apprentissage dans le quotidien du travail. Donc il faut penser à un autre modèle. Et c'est là où arrivent évidemment toutes ces réflexions avec tout ce qu'on va appeler le learning in the flow of work. D'accord? Comment faire pour apprendre pendant qu'on est en train de travailler? Est-ce que finalement c'est pas ça la modalité, la vraie modalité qui est adaptée au monde du travail? Donc là, j'ai ressorti ce fameux schéma que vous connaissez probablement tous, le 70-20-10, qui est issu d'une petite enquête dans laquelle on a interrogé des gens sur ce qu'ils estiment être la manière dont ils ont appris tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils travaillent, globalement. Et cette enquête a abouti à ces chiffres-là, qui sont un peu contestés, mais quelque part, peu importe. L'idée, je pense que c'est dans l'esprit, elle correspond quand même à une réalité. C'est que ce que ont répondu ces gens-là, c'est qu'en fait, il n'y avait que 10% de ce qu'ils ont appris qui a été appris dans le cadre de formation formelle. 90% a été appris autrement en réalité. 70% a été appris sur le tas, en travaillant. Et 20% aurait été appris par les pairs, donc sur le tas, mais en fait avec des collègues ou des managers qui vous ont expliqué, qui vous ont guidé, etc. Encore une fois, peu importe que ces chiffres correspondent à la réalité, je pense qu'elles font tous écho à quelque chose chez nous. Moi, si je réfléchis à titre personnel, depuis que j'ai commencé le travail, j'ai évidemment appris énormément de choses. Je dirais qu'il y a même moins de 10% de ce que j'ai appris qui a été appris dans le cadre de formation formelle. C'est évidemment le cadre de formation informelle. Donc une fois qu'on dit ça, la question c'est, est-ce qu'il y a un problème en fait? Je veux dire, dans ce cas-là, si on a appris autant de choses, pourquoi il y aurait besoin d'IA? Pourquoi il y aurait besoin de régler quoi que ce soit? Ça se trouve, tout ça se passe très bien. Eh bien, la réalité, c'est que non. En fait, ces 70% et même ces 20% que vous voyez là,
c'est vrai qu'on a appris énormément de choses comme ça, mais en fait, on l'a appris avec beaucoup de problèmes en réalité, et tout aurait pu mieux se passer. Donc, sur les 70%, qui est là toute la partie sur l'apprentissage sur le tas, alors c'est évidemment, par rapport à l'apprentissage formel, beaucoup plus puissant, encore une fois, parce que vous n'avez aucun problème de motivation, et c'est tout sauf théorique, par définition. Vu que vous êtes en train d'apprendre au moment où vous essayez de résoudre un problème, c'est absolument concret, évidemment, vu que vous êtes en train de résoudre le problème que vous avez besoin de résoudre. Le problème, c'est que c'est très inefficient. Pourquoi c'est très inefficient ? Parce qu'en fait, on est dans le cadre, sur le plan cognitif, ça se rapproche en fait de ce que les chercheurs ont appelé en fait la pédagogie par la découverte. Il y a beaucoup d'études qui ont essayé d'évaluer de manière rigoureuse l'efficacité d'apprendre sur le tas quelque chose, avec des études très sérieuses dans lesquelles vous prenez des groupes, vous tirez au sort, vous prenez une centaine de personnes comme ça à qui vous allez faire apprendre quelque chose de manière traditionnelle, une autre centaine de personnes à qui vous allez leur faire apprendre par eux-mêmes, c'est-à-dire par la découverte. Donc vous leur mettez les éléments, un peu à la Montessori, ce genre de choses, vous voyez, et ils vont essayer de prendre par eux-mêmes. Ce sont des méthodes pédagogiques qui ont été très en vogue et qui le sont encore beaucoup, parce qu'on se dit, on laisse l'apprenant actif, et donc c'est super de ce qu'il va faire par lui-même. En fait, ces études, ce qu'elles ont montré, c'est que ces personnes-là n'apprenaient pas beaucoup mieux, en fait, que les personnes qui essayaient d'apprendre par des méthodes traditionnelles. À la fin, quand vous comparez les résultats dans les deux groupes, qui a le mieux appris, il n'y a pas des différences qui sont si flagrantes. Alors c'est un peu triste, un peu déprimant, d'une certaine manière, mais en fait ça s'explique. Ça s'explique parce que quand vous apprenez sur le tas, c'est un apprentissage qui est complètement déstructuré. Vous n'avez aucun guidage, donc vous prenez les choses par le mauvais bout, vous commencez par des choses qui sont trop compliquées, qui vous mettent en surcharge cognitive, vous vous trompez en fait beaucoup trop par rapport à ce que vous pourriez. Alors qu'un apprentissage qui est structuré, qui vous fait prendre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, avec les bons types de modalités pédagogiques, en fait, il est capable d'être beaucoup plus efficace que ce type d'apprentissage. Et en fait, l'apprentissage sur le tas, c'est ça, en réalité. Tout ce qu'on a appris au travail, c'est comme ça, et je pense que ça fait écho à des choses qu'on a tous vécues, dans lesquelles on a fini par apprendre et à savoir faire, mais ça a été quand même sacrément laborieux, évidemment. Donc, et en plus de ça, le deuxième point, je pense aussi, c'est que toutes ces erreurs qu'on a pu faire sur le chemin, elles ont été potentiellement très coûteuses. On a tous eu des cas où on a appris des choses, mais on a fait des grosses erreurs qui nous ont coûté à notre entreprise ou qui nous ont coûté à nous sur le plan professionnel du coup, parce qu'on a été jugé et évalué. L'apprentissage, malheureusement, a besoin de se faire dans un espace protégé, dans une certaine mesure, dans lequel on peut faire ses erreurs sans que ça ait de conséquences et sans être jugé et sans être évalué. C'est un processus fondamental dans l'apprentissage et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'apprentissage sur le tas dans le quotidien professionnel. Donc en fait, oui, on a appris beaucoup de choses et 70% de ce qu'on a appris, on l'a appris sur le tas, mais en fait, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par les pairs ? Pour moi, les 20% qui restent, c'est l'apprentissage sur le tas, mais en un peu mieux. Pourquoi ? Alors, avant de parler des points négatifs, peut-être le point positif, c'est que quand vous avez un pair, c'est-à-dire un expert ou un manager qui est là pour vous aider, eh ben vous avez un peu plus de structure. D'accord ? Vous avez pour le coup un collègue qui est là et qui peut vous aider, vous faire prendre les choses par le bon bout. Si vous avez par exemple besoin de savoir faire quelque chose sur Excel, il ne va pas vous laisser tout seul. Il va vous expliquer comment faire, normalement en vous faisant partir des bases et progressivement il va vous faire des retours, des feedbacks pour vous faire progresser. Donc les choses sont beaucoup plus structurées et sur le plan pédagogique, je crois qu'on a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que c'est beaucoup plus efficace sur le plan de l'apprentissage et en termes pédagogiques. Le problème, c'est quoi ? Je vais commencer par celui-là. Le premier problème, c'est que ces pairs peuvent être des experts, mais ce ne sont pas forcément des pédagogues pour autant. D'accord ? On a tous eu des collègues qui ont essayé de nous expliquer des choses et où ça n'a pas marché. D'accord ? Tout simplement parce qu'on a beau maîtriser un sujet, c'est pas ça qui fait de nous un bon pédagogue qui est capable de nous expliquer. Par exemple, on a tous eu un collègue qui vient et qui vous montre tout sans vous laisser en placer une et qui repart après. C'est pas une super bonne chose pour apprendre. Un bon pédagogue, il devrait vous expliquer juste les bases, vous laisser faire vos erreurs et ensuite vous faire des feedbacks pour pouvoir faire des retours. C'est quelqu'un aussi qui devrait être capable de pas vous proposer tout de suite un exercice trop compliqué, qui devrait savoir calibrer les choses. Voilà, typiquement ça, c'est des méthodes pédagogiques qui sont importantes et qu'un père lambda ne saura pas forcément faire. Le deuxième problème, je vais faire dans le sens inverse, c'est celui-ci, c'est que les pairs, en fait, alors, ils peuvent être très bienveillants, etc. parfois, donc évidemment, ça peut aider, mais malheureusement, parfois, ce sont aussi des gens qui vont vous évaluer, à commencer par vos managers. Donc en fait, quand vous faites vos erreurs, etc.,
En fait, vous êtes aussi un peu évalué et jugé. Et je pense qu'on a tous vécu ces situations où on a eu peur de passer pour bête à côté d'un collègue ou d'un manager qui essayait de nous expliquer quelque chose et on a eu le sentiment de devoir montrer qu'on comprenait du premier coup. Ouais. Donc ça, c'est aussi un problème et une limite en fait de l'apprentissage par les pairs, qui fait que qui fonctionne pas parfaitement. Et le dernier aspect, c'est évidemment la problématique du temps. C'est que ça prend du temps à vos collègues, à vos managers de prendre ce temps pour vous expliquer les choses. Et donc ça, je dirais que c'est peut-être le problème le plus important qui explique probablement pourquoi les 20% ne sont que 20% et pourquoi ils ne représentent pas 50 à 70%. C'est parce que la plupart du temps, on ne trouve personne de disponible pour pouvoir nous aider. Donc finalement, on en arrive là. On est dans une situation dans laquelle ce qu'il nous faudrait pour apprendre bien dans le quotidien du travail, c'est avoir quelqu'un qui soit là pour nous, qui ait une bonne expertise sur le sujet, mais qui soit aussi un bon pédagogue, qui ait du temps disponible toujours pour nous quand on en ait besoin, et qui soit capable de nous apprendre tout ça dans un espace protégé sans qu'on soit jugé et évalué. Donc vous me voyez venir, c'est là où évidemment l'IA intervient. L'IA, si on y réfléchit, coche beaucoup des cases, des conditions que je viens de vous dire. Il est pratiquement disponible en permanence. Pas de problème d'un collègue qui a autre chose à faire en ce moment. Au moment où vous avez besoin de lui parce que vous avez un problème là sur le coup, il peut être là pour vous. Les interactions que vous avez avec lui, on l'espère, et tout personnellement, sont censées être privées. Donc, avec ChatGPT, vous l'avez déjà senti, vous vous sentez légitime à poser des questions stupides. On est d'accord. Beaucoup plus qu'avec vos collègues et un pair. Et ça, c'est fondamental dans un processus d'apprentissage, de pouvoir avoir ça. Un autre aspect, peut-être un autre point que j'ai oublié ici, c'est que l'IA, quand même, c'est important parce que pour pouvoir vous coacher, vous apprendre quelque chose, encore faut-il que lui-même maîtrise le sujet. On est d'accord. Aujourd'hui, ça, alors, c'est encore compliqué, etc., mais on sait que c'est en passe d'être résolu. On est en capacité, et certaines des solutions qui sont proposées ici sur le salon vous le montrent, de proposer des logiques de ce qu'on appelle de RAG, où en fait, on est capable de mettre en place des IA locales qui vont ingérer en fait l'ensemble d'une documentation et être capable de maîtriser toute cette documentation. Quel cas, du coup, quand vous posez les questions à l'IA, elle est capable de vous répondre de la même manière, a priori, qu'un collègue expert du sujet vous répondrait. Le problème, c'est évidemment que répondre à des questions, ça ne suffit pas pour vous faire monter en compétences. Je dirais que c'est ça la seule limite qui reste pour que l'IA devienne ce père incroyable qui peut être un tuteur personnalisé pour chacun, c'est de faire en sorte que cette IA sache être pédagogue, ce qu'elle n'est pas spontanément. Et ça, c'est important de s'en rappeler, de se le rappeler. ChatGPT, toutes ces IA, elles savent répondre à des questions, elles savent donner du contenu, mais elles ne savent pas employer des méthodes pédagogiques efficaces. Ça, c'est une autre expertise qu'elles n'ont pas. Et c'est ça sur lequel chez Didas on travaille beaucoup. Alors là, j'ai voulu essayer de vous donner un exemple. En fait, voilà, pour qu'un assistant IA puisse réellement révolutionner l'apprentissage au travail, pour moi, le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est désormais comment le rendre pédagogue. Et là, il y a énormément de choses qui se masquent derrière le terme d'être pédagogue. Juste pour donner quelques exemples pour illustrer mon propos, par exemple, on aurait besoin que cette IA elle soit capable de vous faire retenir des connaissances correctement. Je prends un exemple. Vous êtes un commercial et l'entreprise vient de sortir un nouveau produit et vous vous retrouvez devant le client et vous êtes incapable de répondre à sa question sur une caractéristique du nouveau produit que vous êtes en train d'essayer de vendre. Vous revenez en arrière, une fois que vous sortez du rendez-vous où vous êtes planté, vous allez poser la question à l'IA de qu'est-ce que j'aurais dû répondre, c'était quoi la réponse à sa question. Il va vous répondre. Une semaine après, très souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir oublié la réponse, parce que vous avez énormément d'informations en tête et vous êtes très susceptible de l'avoir oublié. Quand vous allez revenir à cette IA et que vous allez lui reposer la question sur l'information, vous allez lui reposer la question, ce qu'il va faire spontanément, c'est quoi? C'est qu'il va vous redonner la réponse à nouveau. Évidemment, parce que c'est ce qu'il sait faire de manière bête et méchante. Et en fait ça, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'apprentissage c'est une affaire de répétition, alors c'est faux. Ça, c'est important de le rappeler. Si l'IA vous répète, vous réexpose à la même information sans que vous ayez eu à faire un effort quelconque, ça ne vous fait pas retenir les choses. Le cerveau est une machine extrêmement feignante. C'est quand elle a elle-même à faire l'effort de récupération en mémoire qu'elle va générer ce qu'on appelle les traces mentales, qui va faire que la prochaine fois quand vous allez retrouver en face du client, vous allez être capable de vous remémorer l'information par vous-même. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que l'IA fasse ? C'est que la deuxième fois où vous lui posez la question, elle se dise « Oula, attends Coco, je t'ai déjà donné cette information la fois d'avant,
Toi, à ton avis, c'est quoi? Est-ce que tu peux essayer de t'en rappeler par toi-même? Lui, c'est le temps d'essayer de répondre. Et après que vous y arriviez ou que vous n'y arrivez pas, il vous donne la réponse. Ça, on a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que ça démultiplie votre probabilité d'avoir retenu et d'être capable de faire les choses ensuite en autonomie. Ça, c'est un exemple. Le transfert des savoirs, même chose. Si on vous explique, on nous explique comment, par exemple, vous êtes en train de vous former à travailler sur des machines particulières, on va dire, et vous avez un cas d'usage, un cas auquel vous devez essayer de répondre, vous savez pas comment faire. Vous allez poser la question à l'IA, elle va vous expliquer comment faire dans cette situation. Et vous vous dites, ah bah c'est bon, j'ai compris. Ce qui risque de se passer, c'est que le lendemain ou le surlendemain, quand vous allez vous retrouver face à une situation qui est légèrement différente de celle-ci, en fait, vous pensez que vous savez, mais vous n'allez pas du tout être capable de transférer le savoir. Ça, c'est un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de dilution de maîtrise, qui est un biais qui est permanent dans l'apprentissage. Et donc, pour que l'IA évite ça, ce qu'il fallait qu'elle fasse en réalité, c'est qu'au moment où elle a répondu à votre question initialement, elle ne se soit pas arrêtée là et qu'elle ait continué la conversation avec vous en vous proposant un autre cas, quelques autres cas d'usage légèrement différents pour s'assurer de votre capacité à transférer le savoir qu'elle vous a transmis dans des situations qui sont légèrement différentes. Que des choses, vous voyez, que l'IA ne saurait pas faire spontanément. Et par exemple, l'IA, ce qu'il faudrait qu'elle sache aussi, c'est faire la distinction entre ces deux types de connaissances. Les connaissances qui sont des connaissances à retenir par cœur et des connaissances qui sont plutôt des connaissances complexes à être capable de transférer dans des situations multiples et auquel cas elle devrait être capable de choisir la bonne méthode pédagogique. Les autres choses qu'une IA devrait savoir être capable de faire pour être un bon pédagogue, c'est être capable de s'adapter évidemment à l'apprenant. Et là, il y a plein de dimensions également qu'on pourrait introduire. D'abord, on voudrait que l'IA soit capable d'utiliser des exemples qui vous parlent à vous, évidemment. C'est ça la grosse limite dont on a parlé de la formation formelle, c'est qu'elle est assez théorique. Là, ce que je voudrais moi, au moment où je pose la question et à l'IA et qu'elle me réponde, c'est qu'elle ait retenu des exemples que j'ai pu lui donner de situations à laquelle moi je suis confronté et qu'au moment où elle me réponde, elle me dit « Ah bah tu te souviens de l'exemple que tu m'avais donné la semaine dernière? En fait, là, dans ce cas que tu m'as évoqué, ce que ça voudrait dire, c'est ça. » Et qu'il soit capable de me reformuler les choses. Les représentations erronées également, ça c'est une autre problématique. Quand on est en train d'apprendre quelque chose sur lequel on a déjà des représentations mentales établies, la recherche a montré que c'était très peu efficace d'expliquer tout de suite à quelqu'un comment il faut faire. Par exemple, je prends l'exemple du management typiquement. D'accord, quand vous êtes en train d'apprendre des nouvelles théories du management, c'est très peu efficace qu'on vous explique de manière descendante ces nouvelles théories. Parce qu'en fait, les informations qu'on vous transmet vont venir en conflit avec des modèles mentaux que vous avez déjà encodés dans votre mémoire et votre cerveau va avoir du mal, généralement, à réussir à associer les deux et à reconfigurer ces modèles mentaux. Ce qui est beaucoup plus efficace, et ce qu'il faudrait que l'IA fasse à ce moment-là, si vous lui posez une question sur le management, avant de vous expliquer comment faire, elle devrait vous dire « Attends, toi aujourd'hui, comment tu ferais spontanément dans cette situation? Et pourquoi tu ferais ça, comme ça ? Pourquoi tu penses que c'est une bonne chose de faire comme ça? » Et en fonction de votre réponse, il viendrait vous expliquer pourquoi en fait c'est pas exactement une bonne chose. Et ensuite seulement il vous expliquerait d'autres manières de faire. Et ça, même chose dans les travaux de recherche qui montrent que vous gagnez considérablement en efficacité. Donc vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, mais si je devais prendre tous les exemples de la littérature scientifique, il y en aurait des centaines et des centaines comme ça. Tout ça pour vous dire que pour que l'IA soit capable de jouer ce rôle d'un super prof particulier, tuteur capable d'être présent à vos côtés au quotidien pendant que vous êtes en train de travailler pour vous faire progresser, il peut l'être si on est capable de faire en sorte qu'il ait lui-même appris toutes ces méthodes pédagogiques et qu'il soit capable de les employer correctement avec la personne pendant qu'elle est en train de travailler. Mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut résoudre un problème énorme sur le marché, qui est probablement le problème fondamental. C'est-à-dire de proposer un assistant IA qui soit formé donc aux meilleures méthodes pédagogiques pour aider chacun dans son travail, tout en le faisant progresser en permanence. Et que ça, c'est un modèle au fond, quand on y réfléchit, qui est probablement le modèle qu'on attend tous depuis toujours, je pense, pour apprendre réellement tout en travaillant. Et je pense que ça répond à deux choses par rapport à ça, pour terminer. La première, c'est que je pense que c'est au fond probablement la réponse à cette promesse toujours non tenue de l'e-learning. Vous savez, depuis que le e-learning apparaît, je crois qu'on a tous un peu cet espoir de se dire, mais en fait, ça va enfin permettre d'individualiser l'apprentissage.
Et je crois que l'e-learning, depuis toujours, fait tout sauf ça, quand on y réfléchit. Qui a vraiment le sentiment que l'apprentissage par e-learning est un apprentissage réellement individualisé, si ce n'est que je vais à mon rythme? Pas vraiment. En tout cas, c'est pas celui auquel on aspire, au fond. Moi, quand je pense à un apprentissage individualisé, un apprentissage adaptatif, personnalisé, c'est pas à ça auquel je pense. Je pense à ces moments où j'ai eu un prof particulier, un ami, un collègue, qui était à côté de moi, qui me connaissait, qui prenait le temps de me réexpliquer les choses, qui me connaissait, qui savait prendre les bons exemples avec moi, qui connaissait les contextes qui étaient importants pour moi et qui était capable de faire toutes ces choses que l'IA peut être capable de faire aujourd'hui, si, encore une fois, on l'entraîne à savoir employer toutes ces méthodes pédagogiques. Et si on est capable de faire ça, je pense qu'on n'est pas seulement capable de résoudre une problématique énorme sur le plan économique, qui est comment faire en sorte que les travailleurs deviennent toujours plus productifs, plus compétents et réussissent à s'adapter en permanence aux réalités du monde du travail. Mais je pense qu'on a la clé aussi de la réduction des inégalités, aussi beaucoup. Parce qu'en réalité, toutes ces méthodes pédagogiques dont je parle, ce sont des méthodes qui sont importantes précisément pour tous les gens qui, justement, ont eu des difficultés d'apprentissage ou qui ont moins bien appris que les autres. En fait, tous ceux qui ont super bien réussi dans le système scolaire, ils n'ont pas besoin de toutes ces méthodes-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont très bien réussi dans le système scolaire. C'est parce que eux, un enseignement descendant, ça fonctionnait très bien pour eux. Donc, si on est capable de proposer ça, on est capable de proposer un outil qui permette à tout le monde d'apprendre efficacement. Et c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu qui est fondamental pour nos sociétés. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste... Il nous reste 4 minutes pour des questions. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. On a très envie que cet outil arrive. Donc, est-ce que vous avez quelques questions pour Son ou, Et sinon, on peut te retrouver sur le stand au 70, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Écoutez, si, en tout cas, vous pouvez nous retrouver au stand. Donc, tout ce que je vous ai présenté, c'est des choses sur lesquelles, chez Didasc, on est en train de travailler fortement pour proposer très prochainement un assistant qui sera capable de non seulement s'intégrer sur des formations e-learning classiques et formelles pour pouvoir faire en sorte que les gens aussi aient cette sorte de tuteur personnalisé pendant qu'ils se forment au sens d'une formation traditionnelle, mais pour l'avoir en compagnie, mais aussi d'avoir ce tuteur en permanence dans leur quotidien du travail, intégré dans leurs outils du travail et qui soit ce collègue super pédagogue à qui ils peuvent faire appel en permanence quand ils ont besoin de progresser sur un point précis, juste au moment où ils sont confrontés au problème. Super, merci beaucoup. Merci à tous.